Alors bonjour à tous, je vous propose de travailler l'exercice numéro 16 du TD de diffusion thermique sur le chauffage d'un biberon. Alors ce que je vais faire, c'est que régulièrement, je vais vous demander de faire pause pour réfléchir par vous-même si vous ne l'avez pas déjà fait à l'exercice. Je vous poserai peut-être des questions, ce sera à vous d'y répondre, et ensuite vous reprendrez le cours de la vidéo. Alors, l'idée qui m'est présentée, c'est qu'on a un biberon en verre qui est délimité par deux cylindres coaxiaux de rayons R1 et R2. La hauteur du biberon, c'est L. La conductivité thermique du verre, c'est lambda V. Et on vous donne, c'est la capacité thermique du volume du lait dans le biberon. Autour, on a de l'air à TE. Et la température extérieure est constante. Et on va dire que les échanges thermiques entre la surface du biberon et l'air suivent une loi de Newton, que vous connaissez déjà, et on appelle H le coefficient de transfert thermique. On néglige les transferts thermiques entre les faces supérieures et inférieures du biberon. Alors la première question, c'est on se place dans le cas où la température du lait est constante, égale à T1, et on veut avoir la température du verre, T2R, pour le régime stationnaire. Donc la première chose à faire, bien sûr, c'est de faire un petit dessin. Alors voici du coup la représentation du biberon, avec les deux cylindres de rayons R1 et R2, mais la diffusion, vu que T ne dépend que de R, et on sait que le J va être moins lambda grade de T, va être selon UR, la diffusion étant radiale, on a plutôt intérêt à changer la représentation, c'est-à-dire représenter vue de dessus. Donc ce que j'ai représenté en haut à droite ici, et donc la question c'est de savoir quelle est la température T de R à l'intérieur du verre. Donc déjà pourquoi T ne dépend que de R, bon, c'est toujours les mêmes arguments, on est invariant du biberon, le biberon est invariant par rotation autour de l'axe OZ, ce qui veut donc dire que T ne dépend pas de θ, et vu que le biberon est très long, eh bien on va supposer qu'on a une invariance par translation sur l'axe OZ, donc T ne dépend pas de Z, il ne dépend que de R. Alors pour déterminer la température du verre dans le régime stationnaire, on a donc affaire à de la diffusion seulement, on est en régime stationnaire, et on n'a pas de source extérieure, puisque dans le verre, il n'y a rien qui va absorber l'énergie ou produire de l'énergie thermique. Donc ça veut dire qu'on a deux méthodes. Alors là, vous pouvez faire pause pour réfléchir à vos deux méthodes. Et donc, vous avez réfléchi aux deux méthodes. Les deux méthodes, vous le savez, ça va être écrire l'équation de diffusion thermique en coordonnées ici cylindriques, mais pour ça, on aura besoin du Laplacien, qu'on ne nous donne pas, ou alors utiliser la conservation du flux. Donc vous savez que lorsqu'on va avoir la diffusion thermique, on va donc avoir la diffusion qui va se faire radialement, et bien en régime stationnaire et sans source extérieure, on a conservation du flux. Mais conservation du flux à travers quelle surface? Eh bien tout simplement les différents cylindres de rayon R qui sont tous d'axe de révolution OZ. Donc ça veut dire que le flux phi TH ne dépend pas de R, et ce flux-là est l'intégrale à travers toutes les surfaces latérales de ces cylindres-là de JQ scalaire ds. Bon, comme vous le savez, on va avoir intégrale sur les surfaces S de R de moins lambda dt sur dr, c'est une dérivée droite puisque t ne dépend que de r, UR, scalaire ds UR. On fait le produit scalaire qui vaut 1, et vous savez que, vu que t ne dépend que de r, dt sur dr ne dépend que de r, on peut le sortir de l'intégrale. Et on va se retrouver du coup avec ce flux, phi th, qui est égal à moins lambda dt sur dr, c'est lambda du verre d'ailleurs, multiplié par la surface latérale, c'est-à-dire 2πr fois la longueur L. Ce qui nous fait donc dt sur dr égale moins une constante sur r, que l'on va pouvoir intégrer. Alors entre quoi et quoi? Par exemple, on peut l'intégrer entre R1 et puis un petit r quelconque. Ce qui du coup nous donne ce résultat. Voilà, donc en remplaçant t de R1 par T1, on a cette dépendance de T de R. Au passage, vous voyez bien que si le flux phi TH est bien vers l'extérieur, donc est positif, on se retrouve du coup avec T de R qui va décroître lorsque R augmente. Et ça, on peut bien comprendre, si la température à l'intérieur du biberon est très élevée par rapport à la température extérieure, la température dans la paroi de verre va décroître. Alors, c'est pas terminé, parce que le phi TH ici, il n'est pas connu. On ne demande pas la résistance thermique, on nous demande d'avoir T de R. Donc je vous laisse réfléchir un petit peu à comment faire pour obtenir ce phi TH. Vous pouvez faire pause pour y réfléchir un petit peu.
Alors, si vous ne trouvez pas, pensez aux conditions limites. On a déjà fait une, il y a peut-être l'autre. Et souvenez-vous que dans le cours, on a vu deux types de conditions limites. Voilà, donc si vous avez un petit peu réfléchi à ça, vous voyez que finalement, l'autre condition limite dont on dispose, eh bien, ça va être celle qui va être en R2, mais qui est une condition qui ne va pas porter sur la température, du moins pas exactement, mais en tout cas sur le flux. Ce qu'on sait, c'est que la puissance thermique échangée en surface, par unité de surface, c'est H TRT2 moins TE. Donc ça veut dire que je vais utiliser la continuité du flux. En l'occurrence, on a que le flux thermique φTH en R de moins, c'est égal au flux thermique φTH en R de plus. Alors le flux thermique en R de moins, eh bien, c'est tout simplement le flux que l'on a φTH, que l'on a calculé précédemment. Et en R de plus, eh bien, on utilise justement le fait que la loi de Newton nous explique que c'est égal à PTH fois la surface en R2, c'est-à-dire 2pi R2 multiplié par L. Et donc on peut remplacer ça en utilisant la loi de Newton. Et le TR2, ben justement, on l'a obtenu précédemment. Donc il suffit de remplacer et on obtient cette expression. Alors vous pouvez faire pause si vous souhaitez faire les calculs par vous-même et vous reprendrez la vidéo après la pause pour vérifier votre résultat sur φTH. Et donc voici ce que l'on obtient pour expression de phi de TH. Et maintenant, il ne reste plus qu'à le réinjecter dans l'expression de T de R. Alors voici ce que l'on obtient pour T de R, cette expression-là. Je vous laisse vérifier qu'elle est bien homogène. Donc pour ça, rappelez-vous des unités de H et de lambda V. Nous, on va s'intéresser juste à l'aspect physique. Est-ce qu'elle est cohérente physiquement? Si la température à l'intérieur est plus grande que la température à l'extérieur, la température doit décroître dans les parois du biberon. Est-ce que c'est bien le cas? Ben oui, si T1 est plus grand que TE, tout cet ensemble ici-là est positif, et on se retrouve du coup avec, devant le logarithme, quelque chose de négatif. Le logarithme ln de R est une fonction croissante, multiplié par un nombre négatif, c'est bien décroissant. Alors pour analyser justement l'aspect physique, on va essayer de voir la température à la surface du verre en R2. Alors on voit bien que si jamais R2H est grand devant lambda V, ça veut dire que les transferts par convection sont très très forts par rapport aux transferts par diffusion. Dans ça, que se passe-t-il? Eh bien, si R2H sur lambda V est très grand, ce terme-là du coup est grand, et surtout en bas, eh bien, ce terme-là est important. Donc ça voudrait dire dans ce cas que l'on a ici le premier terme négligeable. Si ce premier terme est négligeable, ça veut dire que je vais pouvoir simplifier les ln de R2 sur R1, comme ceci, et je vais pouvoir en même temps simplifier le R2 sur RH. Et donc on se retrouve tout simplement avec la température T de R2. Si jamais on a R2H grand devant lambda V, bah, qui est à peu près égal à T1 moins TE plus T1, c'est-à-dire, avec un moins devant, c'est-à-dire à peu près TE. Et ça se comprend. Si on a des forts transferts par convection au niveau de la surface, eh bien, la température en R2, c'est à peu près celle de la surface. Si maintenant, la diffusion thermique est très importante, plus importante en tout cas que le transfert qui va se faire par convection, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le terme du bas est tout petit. Donc du coup, je vais pouvoir le négliger. Mais celui du haut, qui varie aussi en R2H sur lambda V, va être très petit. Donc en gros, toute cette partie-là va pouvoir être négligée également. Et qu'est-ce qu'on a dans ce cas? Tout simplement que T de R2, si jamais on a R2H qui est très très grand devant lambda V, eh bien T de R2 est de l'ordre de T1. Et ça se comprend également, si le transfert par diffusion se fait très très bien par rapport à celui par convection, la température à la surface, c'est à peu près la température dans le biberon. Donc notre expression de T de R est cohérente, elle est homogène, nous allons donc l'encadrer. Alors question suivante, le biberon est placé dans un micro-ondes qui va chauffer l'intérieur du lait. Et donc on lui apporte une puissance totale, P, à ce lait-là. La température T1T du lait varie donc en fonction du temps, mais suffisamment lentement pour que nos résultats de la diffusion de la partie d'avant soient toujours valables. C'est-à-dire qu'on n'était plus en régime stationnaire, mais quasi stationnaire. Et là, vous reconnaissez un type d'exercice qu'on a déjà traité plusieurs fois. Donc cette fois-ci, on a une température à l'intérieur T1 de T, et surtout l'intérieur reçoit une puissance totale P. On connaissait aussi la capacité thermique totale du lait.
Et donc on nous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par T1 de t et de la résoudre. Alors là, il s'agit d'un type d'exercice du coup que nous connaissons déjà, où on va calculer les pertes thermiques à travers les parois latérales. Pour ceci, la diffusion et le travail de la question 1 vont nous être utiles. Et on va utiliser ceci pour voir comment entre T et T plus dt, la température globale du biberon va varier. Donc là, je vous demande de faire pause, de réfléchir à comment faire et peut-être déjà de mettre en équation notre évolution de T1 de T. Vous avez eu le temps de réfléchir un petit peu, donc vous voyez que l'élément clé, ça va être la notion de flux thermique sortant, et donc en quelque sorte la notion de résistance thermique. Donc il va nous falloir le flux thermique qui sort du biberon lorsque la température intérieure est T1 de T. Donc peut-être retrouver la résistance thermique. Bon, bah pour ceci, on peut aller un petit peu plus vite en sachant que le flux thermique il est indépendant des cylindres de rayon petit r traversés. Donc en fait, ce que je vais juste faire, c'est calculer le flux thermique à travers l'un de ces cylindres-là. Et on sait que le flux thermique, ça va être égal à moins lambda dt sur dr multiplié par 2πr L. Ce qui nous fait, du coup, phi th égale 2πLr de h, la différence de température sur le 1 plus R2H sur lambda V avec le Ln. Et en fait, ce qu'on reconnaît ici, c'est la résistance thermique. Donc je vous rappelle que lorsqu'on représente une résistance thermique, on fait toujours un petit schéma. On a le flux qu'on a orienté vers l'extérieur. On a ici la température T1 de T et TE. Et on se retrouve du coup avec T1 moins TE en convention récepteur. Donc si ça, c'est la résistance thermique. Et on a bien que notre résistance thermique est égale à T1 moins TE divisé par le flux thermique. Et donc on peut avoir son expression avec ce qui précède. Donc en tout cas, le point clé de la résistance thermique, c'est de relier phi, c'est-à-dire ce qui va sortir du biberon, avec delta T, T1 moins TE, comme ceci. Alors au passage, l'exercice nous a envoyé dans la question 1 sur un calcul de T1 de R. En fait, ce calcul T1 de R, vous l'avez vu, il était assez lourd. Et le seul résultat qui nous intéresse à la fin, c'est d'avoir le flux thermique sortant. Donc on pourrait très bien reprendre tout l'exercice en considérant que l'on a affaire à deux résistances en série, la résistance diffusive due à la diffusion à travers les parois du biberon et la résistance convective. Et ça, c'est assez proche d'exercices qu'on a déjà fait. Et je vous rappelle que du coup, la résistance convective, c'est 1 sur HS, où S est la surface latérale. Voilà, donc pour aller plus vite, juste en montrant l'expression de cette résistance totale, en fait, qu'on a redémontré ici. Donc vous pouvez le faire si vous voulez vous entraîner, et vous retomberez normalement sur le même résultat. Alors maintenant, il s'agit d'étudier la variation de la température à l'intérieur du biberon. Alors je vous laisse réfléchir à ça, faites pause, et je vous reprends après votre pause. Alors vous avez pu réfléchir un petit peu, donc vous vous souvenez que dans ce type d'exercice, maintenant on veut étudier ce qui se passe pour l'ensemble du lait. Donc du coup, notre nouveau système, eh bien, ça va être l'ensemble du lait. Et on va faire une évolution entre T et T plus dt. Je veux savoir quelle est l'évolution de l'énergie de cet ensemble-là. Et donc l'évolution de l'énergie, ça va être le premier principe entre T et T plus dt. Alors vu que la transformation elle est isobare, je vais l'utiliser sous la forme dH est égal à delta Q. Alors nous avons affaire à une phase condensée, donc dH, on sait que c'est égal à C dt1. Et le delta Q, il y a deux termes. Le terme dû à la perte thermique, qui est donc phi th multiplié par dt. Mais attention, on a orienté phi th vers l'extérieur. Donc du point de vue du système, on doit mettre un moins devant. Puis on n'oublie pas le chauffage. Le chauffage par micro-ondes, P multiplié par dt. Alors vous voyez ici apparaître tout l'intérêt de la résistance thermique, puisque ce phi th, je peux l'exprimer en fonction de T1 moins TE, grâce à cette résistance thermique, dt. Alors je n'ai pas réécrit ici l'expression de RTH, mais en fait l'expression de RTH, vous l'avez ici, c'est le préfacteur qui représente 1 sur RTH, comme ceci. En tout cas, nous allons nous retrouver avec une équation différentielle en divisant par dt,
qui est de la forme C dt1 sur dt est égal à moins T1 moins TE divisé par RTH plus P. Et on va la mettre sous forme canonique, c'est-à-dire que dt1 sur dt plus T1 sur RTHC est égal à TE sur RTHC plus P sur C. Et on va poser, comme d'habitude, RTHC qui vaut taux par homogénéité. Voilà, donc encore une fois, j'insiste sur ce type d'exercice-là, où vous avez la grandeur à l'intérieur qui varie en fonction du temps, à cause de pertes sur les parois latérales. Et les pertes, on va les traduire par un débit ou un flux. Et ce flux-là, eh bien, c'est la notion de résistance qui va permettre de vous en sortir, de relier ce flux-là à la différence de température intérieure ou extérieure. Et ça pourrait être la même chose avec des particules. Le nombre de particules à l'intérieur qui varie parce que vous avez un débit sortant, et ce débit, grâce à la résistance diffusive, eh bien, vous le reliez à la différence de concentration, par exemple, entre l'intérieur et l'extérieur. Donc on a toujours le même type d'exercice. Alors la solution, c'est tout simplement que T1 de T est égal à A exponentielle de moins T sur taux, plus une solution particulière. Vous voyez que la solution particulière, ça va être taux E plus RTH multiplié par P. Alors on sait que on a T1 à l'instant 0. Comme l'on dit l'énoncé, c'était la température extérieure, TE. Et donc ceci va nous permettre d'avoir l'expression de A et donc l'expression de T1. Et voici donc l'expression que l'on obtient au final. Bon, du coup, dernière question, quelle est la durée caractéristique du chauffage et quelle est la température finale? Eh bien, tout est donné dans notre solution, il n'y a plus qu'à tracer T1 en fonction du temps. Alors, le tracé, c'est typique des systèmes d'ordre 1. Donc, on va avoir, si je trace la température T1 de T en fonction du temps, eh bien, on va avoir une évolution qui est sous forme d'exponentielle. On sait que la valeur asymptotique, ici, ça va être TE plus RTHP, qui au passage sera la température finale atteinte si on n'arrête pas le micro-ondes avant. Et on sait très bien que on l'atteint en une durée typique de quelques taux, taux égal RTHC. Et donc, le taux, on l'a toujours avec la pente à l'origine qui va couper l'asymptote en taux. Voilà, donc là, la résolution, il n'y a pas de découverte, c'est assez classique. Encore une fois, j'insiste sur l'intérêt de l'exercice, qui est toujours d'utiliser la résistance thermique pour pouvoir avoir le flux thermique sortant et le relier du coup à l'évolution du système macroscopique entre T et T plus dt. Alors au passage, qu'il faudrait faire si on avait des applications numériques à faire, eh bien c'est vérifier quand même que on a bien le régime quasi-stationnaire qu'on a pu utiliser. Donc ça veut dire que l'évolution globale du système se fait à une durée qui est bien plus grande que celle à laquelle se fait la diffusion. La durée de la diffusion typique, c'est quoi? TD. Eh bien, c'est en ordre de grandeur, comme vous le savez, l'épaisseur typique à franchir, donc ici c'est R2 moins R1, l'épaisseur du coup au carré, divisé par DTH, c'est-à-dire le coefficient de diffusion thermique. Et je vous rappelle que DTH, c'est égal à lambda V, divisé par ρ du vert fois C du vert, massif que l'on ne donne pas ici. Et donc ce qu'il faut, c'est comparer taux D avec taux. Donc si taux D est très petit devant la durée typique d'évolution de la température du lait, eh bien on a l'ARQS qui est vérifié. Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, l'ARQS n'est pas vérifié, mais le problème est beaucoup plus compliqué à résoudre puisque la diffusion doit être traitée, cette fois-ci en non stationnaire. Et dans la plupart du cas, l'ARQS sera très bien vérifié. Voilà, donc retravaillez bien cet exercice-là, ainsi que tous les exercices du même type que l'on a abordés, aussi bien en diffusion de particules qu'en diffusion thermique.